Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Wazan de Mage. Bog, aujourd'hui il n'y a pas de jingle parce que j'ai pas eu de musique dans la tête cette semaine, donc peut-être pour le prochain épisode. Et pour ceux et celles qui n'ont pas la ref, faut savoir que comme je n'ai pas de jingle officiel pour l'instant, oui, jingle égale jingle pour ceux qui n'ont pas compris. Enfin bon, c'était pas drôle, c'est bon, je sais, c'est bon, on continue à écouter, oh là là, voilà, oh. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas la ref, faut savoir que comme je n'ai pas de jingle officiel pour l'instant, je chante des chansons que j'ai dans la tête, histoire de donner du peps à mon podcast. Voilà. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous annoncer d'entrée de jeu le thème du jour qui est manger ses émotions. Un sujet que je trouve très intéressant parce que ça peut toucher beaucoup de personnes et peut-être notamment vous qui êtes en train de m'écouter à l'heure actuelle. Donc pour commencer, je vais définir le thème, je vais ensuite vous parler des causes et je vais finir avec des tips pour vous aider à vous en débarrasser ou du moins vous aider à limiter la casse. Donc par définition, le fait de manger ses émotions, c'est le fait d'utiliser la nourriture comme une stratégie pour gérer des émotions négatives comme le stress, la tristesse, l'ennui ou la colère. Et le fait de manger ses émotions se produit lorsque les individus mangent en réponse à leurs émotions plutôt qu'à une fin physique et réelle. Voilà pour la définition. Et la bonne nouvelle, ou plutôt je dirais même la très très bonne nouvelle, c'est que le fait de manger vos émotions, les amis, ne veut pas dire que vous souffrez de TCA. Parce que les TCA, donc troubles du comportement alimentaire ou troubles compulsifs alimentaires, c'est un trouble psychologique, qui rassemble généralement des maladies comme l'anorexie mentale, la boulimie ou l'hyperphagie boulimique. Et pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que l'avantage que vous avez à savoir ça, c'est que ça va peut-être vous faire sortir de l'idée, de la croyance selon laquelle vous souffrez de TCA. Parce que le problème avec l'autodiagnostic, c'est que vous posez des mots, donc MOTS, sur des mots MAUX, qui ne sont peut-être pas les mots dont vous souffrez réellement. Et attention, attention, ça ne remet absolument pas en question vos troubles alimentaires. Mais quand vous réalisez psychologiquement que votre problème est plus facilement gérable et réglable surtout, mais ça change carrément la donne dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple. Si demain vous allez à l'hôpital et qu'on vous annonce un cancer des poumons, Dieu vous en préserve. Et que une semaine plus tard, on vous dit ah ben non madame, désolé, il s'agit en fait d'une bronchite aiguë. Ben, ça va quand même, vous avez un sacré poids des épaules en termes de souffrance psychologique et physique. Et bien là, c'est exactement pareil. Bon après clairement, si vous avez un médecin qui confond cancer des poumons et bronchite aiguë, va peut-être falloir songer à changer de médecin, les amis. Mais enfin bref, ce n'est pas le sujet. Blagounette à part, on va maintenant parler des causes qui engendrent le fait de manger ses émotions et des différences et similitudes qu'on peut retrouver entre manger ses émotions et TCA. Pour ça, je vais vous exposer 3 causes principales. Et la première, c'est l'environnement dans lequel vous avez grandi. Vous savez, c'est le fameux système de récompense nourriture contre obéissance, avec des phrases que vous avez probablement toutes et tous déjà entendues, comme si tu te calmes, tu auras des bonbons. Et bien vous avez inconsciemment enregistré que vous calmer ou plutôt ignorer royalement vos émotions vous permettrait d'avoir des bonbons. Et comme le bonbon à l'instant T vous a fait du bien, eh bien vous avez associé dans vos petites caboches que bonbon, c'est bon contre la colère. Et ça peut marcher dans n'importe quel type de situation qui contient une émotion négative contre une récompense en nourriture. On a ensuite la deuxième cause principale, c'est les différences de personnalité.
Si vous êtes une personne avec un haut niveau de neuroticisme, donc le neuroticisme, c'est la tendance à ressentir des émotions négatives, ou que vous êtes une personne qui avait une faible estime de vous-même, ou même les deux, eh bien vous êtes plus susceptible de manger vos émotions, de tomber dans ce type de schéma. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est une étude réalisée en 2006 par un psychologue américain qui s'appelle Randall J. Larsen, aka Rangiles pour les intimes, ainsi que ses collègues psychologues. Et enfin, le troisième point, ou plutôt le troisième facteur qui me semble particulièrement important, c'est de connaître le lien qui existe entre stress et alimentation. Parce que le stress, et plus précisément le stress chronique, est un déclencheur majeur du fait de manger ses émotions. Et c'est une autre étude réalisée en 2003 qui en parle. Donc cette étude-là nous dit que le stress active la libération de cortisol, une hormone qui peut augmenter l'appétit pour des aliments riches en sucre, en sel et en matières grasses, et ces aliments activent le système de récompense du cerveau, offrant une sensation temporaire de soulagement. Et vous voyez, ça c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est le fameux si tu te calmes, je te donne un bonbon. Et en plus de libérer la cortisol, le stress peut également diminuer la sensibilité aux signaux internes de faim, et ça, ça rend difficile la distinction entre une faim émotionnelle et une faim physique. Et pourquoi est-ce que je vous dis que ce point-là est important? Parce que le stress, c'est une des émotions que la plupart d'entre vous, moi comprise, ressentons le plus dans notre quotidien. On vit dans une société qui nous pousse à stresser. Et vas-y qu'on stresse parce qu'on n'a pas fait notre machine, et vas-y qu'on stresse parce que on n'a pas fait notre sport de la journée, et vas-y qu'on stresse parce qu'on n'a pas mangé correctement, et vas-y qu'on stresse pour ceci, et vas-y qu'on stresse pour cela, et va par-ci, et va par-là, et va, et va, et va, et va. J'espère que vous avez la ref. Enfin bref, on stresse pour toutes ces choses au quotidien. Le mec, je suis à deux doigts de l'ajouter dans mon livret de famille quand même. Voilà. Fucking stress. Vous voyez là par exemple, je mange des churros parce que je stresse de ne pas vous sortir le podcast à l'heure. La meuf qui se trouve grave des excuses quand même, hein, c'est chaud, enfin bon. Les churros étaient très bons au passage, ils étaient vraiment délicieux pour les gens du sud. Ça se vend dans les stands à Aix-en-Provence parce qu'il y a le marché de Noël. Bon, revenons aux choses sérieuses. Maintenant que je vous ai exposé les causes majeures de pourquoi nous mangeons nos émotions, et pour que vous distinguiez si vous souffrez de MSE, donc manger ses émotions, du coup je vais le dire comme ça à partir de maintenant, ou de TCA, je vais vous énoncer les différences qu'il y a entre les deux, et d'ailleurs, je vous invite à prendre des notes. Alors, les différences qu'il existe entre MSE et TCA vont se distinguer à travers plusieurs points. Le premier point, ça va être la fréquence. Le MSE, c'est occasionnel ou récurrent, mais c'est surtout ponctuel. J'ai passé une mauvaise journée au travail, j'ai reçu une mauvaise nouvelle qui s'ajoute à une longue liste d'autres mauvaises nouvelles, donc je vais manger pour combler mes émotions négatives. Concernant les TCA, la fréquence, c'est très fréquent. C'est même chronique. Ensuite, on a la perte de contrôle. Pour ce qui est du MSE, elle est plutôt modérée parce que vous avez la capacité de vous arrêter. Vous avez la capacité de dire stop. Alors que pour les TCA, la perte de contrôle, elle est très forte parce que vous vous retrouvez parfois dans un épisode compulsif et c'est pas évident de vous sortir de cet épisode compulsif. Le point suivant, c'est l'impact sur la vie. Pour le MSE, c'est limité parce que, comme je vous l'ai dit, les épisodes MSE, c'est ponctuel généralement. Alors que, pour les TCA, l'impact sur la vie est hyper important parce que les crises sont très récurrentes. Et comme je l'ai dit, vous êtes parfois dans des épisodes compulsifs desquels vous n'arrivez pas à vous sortir.
Donc forcément, psychologiquement et physiquement, vous allez être, ou plutôt vous risquez d'être, beaucoup plus touché par ces crises. Avant-dernier point, et point très important, c'est le sujet de la pathologie. On a tendance à croire que le MSE est une pathologie alors que ce n'est pas le cas. Le MSE n'est pas une pathologie, mais peut conduire à des problèmes, notamment à des TCA, qui sont des pathologies, et qui sont des pathologies reconnues surtout. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les différences entre les deux pour ne pas penser que vous souffrez d'une pathologie alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Et enfin, dernier point, donc le traitement nécessaire à mettre en place. Pour ce qui est du MSE, vous pouvez le gérer vous-même parce que vous pouvez le contrôler. Et si vraiment vous avez du mal à le gérer tout seul, eh bien vous pouvez demander de l'aide, évidemment. Mais sachez que vous êtes capable de le gérer tout seul. En revanche, en ce qui concerne les TCA, comme la fréquence des crises est très fréquente, comme la perte de contrôle est très forte, comme l'impact sur la vie est très important, et comme c'est une pathologie, il est absolument nécessaire que vous soyez suivi par un médecin et ou par un psychologue. Dans le meilleur des cas, c'est bien que vous soyez suivi par les deux. Et en dehors du fait de tout ce que je viens de vous expliquer, si vous voulez différencier les deux, il va falloir apprendre à vous écouter, il va falloir apprendre à vous faire confiance, et il va surtout falloir ne pas tomber dans la psychose selon laquelle vous souffrez absolument de TCA, alors que si ça se trouve, ce n'est absolument pas le cas. Parce que comme je vous l'ai dit au début du podcast, c'est toujours mieux de souffrir d'une chose qui est gérable et réglable, parce que ça a moins d'impact physiquement et psychologiquement, plutôt que de souffrir d'une chose qui nécessite un suivi médical et psychologique. Bon, évidemment, c'est toujours mieux de ne souffrir de rien. Mais tant qu'à faire, si vous voulez entrer dans une case, faites en sorte de rentrer dans la case qui vous permettra de régler vos problèmes le plus facilement et le plus rapidement possible. Au lieu de rentrer dans la case extrême à base de j'ai besoin d'un psy, j'ai besoin d'un médecin, alors que si ça se trouve, ce n'est pas du tout le cas, encore une fois. Et évidemment, le fait de vous écouter et de vous faire confiance va peut-être vous faire vous rendre compte que vous souffrez de TCA. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, parce que si vous arrivez à poser des mots sur vos mots, ben vous allez pouvoir être suivi de la bonne façon, vous allez pouvoir être traité de la bonne façon et régler vos problèmes. Donc dans tous les cas, le fait de s'écouter, le fait de se faire confiance, de ne pas toujours tout remettre en question constamment, va vous permettre d'aller mieux. Donc oui, en effet, c'est une très bonne nouvelle. Non, parce que franchement, choper son problème par le callback et lui dire écoute, maintenant que je sais qui tu es, que tu sais qui je suis, et que nous savons qui nous sommes mutuellement, mais quelle grâce! Quelle grâce, les amis, c'est génial! Quand vous connaissez le problème, vous pouvez trouver la solution qui va régler le problème. Quand vous ne connaissez pas le problème, eh bien les amis, je vous souhaite tout le courage du monde, je vous envoie toutes les meilleures vibes pour régler ce fameux problème que vous ne connaissez pas encore. Mais pour connaître ce problème, pour savoir que vous avez un problème, il ne faut pas rester dans le déni. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Il faut sortir de ce cercle vicieux selon lequel non, vous êtes indestructible, vous ne pouvez pas souffrir de ça, ce n'est pas possible. C'est possible, ok? On n'est pas encore les frères et sœurs de Superman, on est des êtres humains, on vit sur Terre, voilà, on est de simples moldus, voilà. Histoire de sortir un peu toutes les rêves cinématographiques que j'ai dans mon répertoire, et on en a pas beaucoup, mais vous m'avez comprise. Donc, à un moment donné, faut se donner les moyens de se soigner, et ça veut pas dire dépenser des millions d'euros, ça veut dire déjà, dans un premier temps, réaliser que vous avez un problème. Et à partir du moment où vous avez réalisé que vous avez un problème, eh bien, trouver la solution sera 10 fois plus facile. Tout simplement. Et comme d'habitude, je vais vous donner des méthodes pour arriver à régler ce problème de MSE en vous donnant plusieurs étapes à suivre. Donc l'étape 1,
ça va être d'identifier les émotions négatives principales qui engendrent ces MSE, qui vous poussent à tomber dedans. Et en identifiant ces émotions, vous allez pouvoir tenter de remonter à la source, de trouver ce qui les engendre. Par exemple, si l'émotion principale, c'est la tristesse parce que votre manager est un gros con, émotion égale tristesse, source égale manager gros con. Et bien, au lieu de rentrer chez vous et de compenser avec de la nourriture pendant 5 minutes et de risquer de tomber dans un cercle vicieux qui vous mènera à des TCA, vous allez voir votre manager, donc vous allez remonter à la source. Vous allez tenter d'apaiser les choses avec lui. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous m'envoyez ce gros con au prud'homme. Et pour une fois, je ne fais pas de blague. Ce n'est pas une blague. Non, parce que les managers toxiques, gros cons, c'est démodé en 2024. À un moment donné, les gars, il faut leur dire « Stop it. Stop it, my friend !» C'est plus drôle. Et quand vous allez régler ce problème, quand vous allez arriver face à la source et que vous allez lui dire « Écoute, mon pote, à un moment donné, à cause de toi, je bouffe quand je rentre à la maison et ça commence à m'emmerder franchement, sérieusement. » Eh ben, ça va vous apaiser. Ça va drôlement vous apaiser, ça va vous alléger d'un poids. Ok, j'ai affronté la source. Ok, je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Enfin, vous comprenez bien que quand je dis à la source que j'avais sur le cœur, je parle de l'exemple que je vous ai donné. Chaque source est différente en fonction de chaque personne. Il y a autant de sources que de personnes. En fait, votre responsabilité finalement, en reprenant l'exemple que je vous ai cité, ça va être de confronter la source. De lui dire, ok, il y a ça et ça qui m'emmerde. La façon dont la source le perçoit, ce n'est pas votre problème. À partir du moment où vous avez exprimé ce que vous ressentiez et que vous l'avez fait avec classe et élégance, évidemment, parce qu'ici on est toujours classe et élégant, la façon dont c'est perçu en face, ce n'est pas votre responsabilité. Vous avez fait votre part du marché. Vous vous sentez apaisé en ayant dit à la source, il y a ça et ça qui me dérange. Si la personne en face le prend mal, si la source en face le prend mal, ben c'est tant pis pour elle. Parce que tant que vous allez mieux, tant que vous vous sentez apaisé, c'est le plus important. Et ce n'est absolument pas égoïste de vous prioriser. Parce que la source en face, elle s'en fout de vos émotions. La source en face, elle s'en fout de comment vous vous sentez. La personne qui doit prendre soin de vous, c'est vous-même. Donc en résumé de cette première méthode, vous identifiez l'émotion ou les émotions négatives qui représentent le ou les problèmes, vous remontez à la source, vous attrapez la source par le callback, oui, j'aime bien cette expression, vous lui dites « t'arrêtes de m'emmerder », et ensuite, vous verrez que, bizarrement, étrangement, vos problèmes vont se régler. En un claquement de doigts, non. Ça va demander peut-être du temps, oui. Mais au moins, vous aurez agi. Et ça, c'est le plus important finalement. Le passage à l'action, c'est ce qu'il y a de plus important. On va maintenant passer à la méthode numéro 2. La méthode numéro 2 consiste à ne surtout pas remplacer une addiction par une autre. Parce que remplacer une addiction par une autre, ce n'est pas du tout éliminer le problème. Remplacer une addiction par une autre, c'est simplement déplacer le problème. Et c'est pas le but. Le but, c'est de l'éliminer. Le but, c'est de vous en débarrasser, de vous libérer de ça. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si vous remplacez votre addiction à la nourriture par l'addiction au sport. Ok, super, youhou, je me mets au sport. Entorse, boum, 3 semaines d'arrêt. Vous allez retomber dans l'addiction principale qui est la nourriture. Et ça marche absolument avec tout. Je remplace l'addiction à la nourriture par l'addiction à l'écriture. Vous faites face au syndrome de la page blanche. Boum, vous retombez dans l'addiction principale, à savoir l'addiction à la nourriture. Alors à court terme, ce genre de méthode peut fonctionner. Mais ça sert à quoi de régler ces problèmes à court terme? Le but, c'est de les régler définitivement, on est d'accord. Donc, remplacer une addiction par une autre, personnellement, j'en suis pas fan. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous pratiquent cette méthode. Mais voilà, je préfère vous exposer mes réserves
par rapport à cette méthode que je trouve absolument inutile sur le long terme. Et là, vous pensez peut-être, ok, mais comment je fais du coup pour me libérer d'une addiction et trouver une méthode qui me permettra de mieux gérer mes émotions négatives? La première chose à faire, c'est d'ancrer en vous la croyance positive et facilitante selon laquelle il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Je répète, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Et ça ne veut absolument pas dire que vous ne devez pas prendre de plaisir à manger, loin de là. Parce que franchement, la bonne cuisine, quelle grâce, quelle grâce. En fait, ça veut juste dire qu'il faut être raisonnable et équilibré. Ok, ma nourriture, c'est mon carburant, c'est ce qui me sert à vivre. Je prends plaisir en mangeant, surtout quand je sais cuisiner, mais ça ne veut pas dire que je dois vivre pour la nourriture. C'est pas une chose pour laquelle on doit vivre. La nourriture doit nous servir à vivre et pas l'inverse. Ensuite, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par vos proches, et je parle des proches bienveillants, de vous faire accompagner par un psychologue ou un psychothérapeute, de vous faire accompagner par un conseiller en nutrition. Alors, tout ce que je vous dis là, en dehors des proches, ça a un coût évidemment, mais qu'est-ce que représente le coût de votre santé? Rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça que vous devriez dépenser le plus. Votre santé, c'est ce qui vous permettra de vivre longtemps. Votre santé, c'est ce qui vous permettra de faire tout ce que vous voulez. Et si ça doit passer par payer une consultation ou payer un suivi, eh bien, faites-le. Si vous en avez la possibilité, encore une fois, évidemment, parce que pas tout le monde n'a les mêmes finances. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vous faire aider par vos proches bienveillants. Ça n'a pas de prix de vous faire aider par vos proches bienveillants, financièrement parlant. Et ça vous permettra peut-être de sortir de ce MSE qui vous pourrit la vie quand ça vous prend. Vous pouvez également cultiver la gratitude. Donc cultiver la gratitude, c'est un sujet dont j'ai parlé dans un de mes posts sur Instagram, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Wazan-nutrition. Et dans ce post, j'expliquais que tenir un journal de gratitude, en donnant évidemment des études et des statistiques, donc tenir un journal de gratitude permet d'améliorer la santé mentale, par extension la santé physique, et vous permet de vous rappeler que, ok, le verre est à moitié plein, ok, il y a des choses qui peuvent me pousser à tomber dans le MSE, mais finalement, comme je vois aussi qu'il y a des choses qui me rendent heureuse et heureux, eh bien, je vais potentiellement ne pas tomber dans ce MSE. Et ça, c'est royal. Ça, c'est important. Et pour appuyer mon propos, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2006 et qui a exploré comment différents types d'émotions influencent les choix alimentaires. Par exemple, les émotions négatives, tristesse, anxiété, etc., poussent souvent vers des aliments réconfortants, entre guillemets, qui sont riches et sucrés. Alors que les émotions positives, comme la joie et l'excitation, peuvent conduire à une alimentation plus équilibrée, ou même à une diminution de la consommation des aliments riches et sucrés. Donc cultiver la gratitude, ça va vous permettre de voir le verre à moitié plein. Ça va vous permettre de constater toutes les bonnes choses que vous avez dans votre vie. Et quand dans la vie vous êtes heureux, vous avez envie d'être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, vous savez que vous devez bien vous alimenter. Et là, les amis, la boucle est bouclée. Et attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir envie d'envoyer le monde bouler certains jours. Vous avez le droit, ok? On ne peut pas être tous les jours hyper souriant et tous les jours de super bonne humeur. En revanche, c'est hyper important d'entretenir une bonne vibe parce que ça vous permettra d'être en bonne santé dans tous les sens du terme. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais il y a certaines émotions négatives qui attaquent littéralement vos organes. La fameuse phrase un esprit sain dans un corps sain, c'est pas des lol, hein. C'est pas juste une phrase instagrammable pour dire ouais voilà, regardez, moi je suis trop une personne, genre j'ai un esprit sain dans un corps sain, c'est super génial. Pas du tout. C'est réel. En fait, plus vous allez cultiver la gratitude, plus vous allez entraîner votre cerveau à être
positif, plus votre vie sera positive. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que vous entraînez votre cerveau à être positif qu'il n'y aura pas des jours sans. Bien sûr qu'il y aura des jours sans, mais ces jours sans seront de plus en plus rares. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement. À tel point que vous allez vous poser la fameuse phrase c'est bizarre, c'est pas normal. C'est pas normal qu'en ce moment ça va trop bien dans ma vie. Mais non, ça va bien dans votre vie parce que vous avez fait le choix que ça devait aller bien dans votre vie. Et encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, encore une fois, ce n'est pas facile, mais vous me connaissez maintenant suffisamment pour savoir que je n'ai jamais dit que c'était facile. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est facile, je suis là pour vous dire que vous en êtes capable. Donc, en résumé de ce podcast, vous devez différencier MSE de TCA. Vous devez attraper la source par le callback, vous devez régler le problème, vous ne devez pas remplacer une addiction par une autre, vous devez vous libérer de cette addiction et trouver des méthodes pour gérer vos émotions négatives d'une meilleure façon. Et enfin, vous devez comprendre que si vous cultivez la gratitude et que vous cultivez une attitude positive, eh bien, tout le reste suivra. Et vous verrez que vous vous ferez probablement beaucoup moins de soucis pour des choses pour lesquelles vous vous faisiez du souci constamment. Bon, messieurs, dames, cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez manger vos émotions et quelles méthodes vous aimeriez mettre en place pour vous en détacher. Je serai absolument ravie de vous lire. Merci de m'avoir écouté, c'était Wazan Nutrition pour le podcast Wazan Te Mâche.